À Noël, mes parents ont refoulé ma fille de 11 ans à la porte. Elle a dû rentrer seule à pied, emportant chaque cadeau qu'elle avait apporté, et a dû passer Noël seule dans une maison vide. Quand je l'ai appris, je n'ai pas crié. J'ai agi. 5 heures plus tard, leur vie a commencé à s'effondrer. Je suis rentré tard le soir de Noël, m'attendant à trouver une maison vide, car ma fille était censée être chez mes parents, un grand dîner, les cousins, et cette soirée pyjama dont elle parlait depuis des jours, comme si c'était l'événement du siècle. Au lieu de cela, la première chose que j'ai remarquée, ce fut l'odeur. Quelque chose de brûlé. Pas une odeur de pain grillé qu'on oublie, non, c'était plutôt comme si quelqu'un avait essayé de cuisiner quelque chose de spécial, et que cela ne s'était pas passé comme prévu. Je suis entré dans la cuisine et je l'ai vu immédiatement, une casserole sur la cuisinière, avec quelque chose de noir à l'intérieur. Une assiette sur la table, une petite traînée de miettes, comme si quelqu'un s'était déplacé discrètement, en essayant de ne pas faire de bruit. Et puis, j'ai vu ce qui m'a glacé le sang, ses chaussures, son manteau. Ma fille de 11 ans était à la maison. Emma, appelai-je. Et, répondit-elle aussitôt. Elle était assise à la table de la cuisine, portant les mêmes vêtements que lorsque je l'avais déposée plus tôt. Ses épaules étaient rentrées, comme si elle essayait de prendre le moins de place possible dans sa propre maison. Elle ne pleurait pas, elle ne faisait pas de scène, elle avait juste l'air. Toute petite. Je l'ai fixée pendant une seconde, essayant de faire coïncider la réalité avec mes pensées. Tu es censé être chez papy et mamie, dis-je. Je sais. Sa voix était trop plate, comme si elle s'était exercée à parler ainsi. Pourquoi es-tu ici, demandai-je, en gardant volontairement un ton calme. Elle cligna lentement des yeux. Ils m'ont renvoyé. Je n'ai pas compris cette phrase au début, comme si mon cerveau refusait de l'accepter. Renvoyé, répétai-je. À la porte? Ses doigts se serrèrent sur le bord de l'assiette. Ils ont dit qu'il n'y avait pas assez de place. Je la regardai, incrédule. De la place pourquoi? Elle me regarda comme si j'avais demandé pourquoi la neige est froide. Pour moi. Et c'est là que j'ai remarqué les cadeaux. Ils étaient tous là, soigneusement alignés près de l'entrée, les sacs bien droits, les étiquettes encore attachées, le papier de soie encore gonflé, comme si elle n'avait pas supporté l'idée qu'ils aient l'air désordonnés, même maintenant. Ces cadeaux dont elle était si fière. Ceux que nous avions déposés avec elle. Ma gorge se serra. Pourquoi les cadeaux sont-ils ici? Emma déglutit. Il n'en voulait pas. Mon cœur se glaça. Ils t'ont dit de les ramener, demandai-je. Elle fit un signe de tête affirmatif. Je regardai son visage, essayant de rester impassible, et posai la question qui importait vraiment. Pourquoi ne m'as-tu pas appelé? Ses yeux s'abaissèrent. Mon téléphone était déchargé, murmura-t-elle. J'ai demandé à mamie si je pouvais utiliser le leur. Le téléphone fixe. Et je demandai, même si je connaissais déjà la réponse, elle a dit non. Elle a dit, et la voix d'Emma se brisa sur le dernier mot, elle a dit que ça rendrait les choses plus difficiles. Et que tu étais occupé. Occupé, hein? Et puis papy a dit que je devrais juste rentrer à pied, ajouta-t-elle, comme si c'était la solution la plus normale au monde. Parce que ce n'est pas loin. Je restais là à la regarder. Ce n'est pas loin quand on est un adulte, qui connaît le quartier. Quand on ne porte pas des sacs de cadeaux, qui vous scie les mains. Quand on n'a pas 11 ans, que c'est Noël, et que chaque fenêtre devant laquelle on passe abrite des gens réunis. Combien de temps as-tu marché, demandai-je. Environ 20 minutes, dit-elle doucement. Au début, je ne savais pas trop quel chemin prendre, parce qu'on y va toujours en voiture. Quelque chose de tranchant remua sous mes côtes. Je jetai un coup d'œil à la cuisinière, puis à l'assiette devant elle. Et ça, dis-je doucement. Tu as essayé de cuisiner. Ses joues devinrent rouges, comme si elle avait été prise en train de voler. J'avais faim, murmura-t-elle. Et je voulais, je ne sais pas, que ça ressemble à Noël. Cela me fit encore plus de mal que le fait qu'elle ait été renvoyée. J'ai regardé une vidéo, ajouta-t-elle rapidement. J'ai essayé. Ça a juste brûlé, dit-elle en montrant la casserole. C'est pas grave. J'ouvris la fenêtre. Le fait qu'elle essaie de me rassurer, comme si elle était le problème, me fit mal à la gorge.
Je tirai une chaise et m'assis à côté d'elle. Raconte-moi tout depuis le début, dis-je doucement. Tu m'as déposé et je suis monté directement, commença-t-elle, la voix tremblante. Comme tu me l'avais dit. J'ai hoché la tête. Mamie a ouvert la porte et les yeux d'Emma s'échappèrent. Elle avait l'air surprise, comme si elle avait oublié que je venais. Ma mâchoire se serra. Ensuite, tante Dana a dit, oh, juste. Oh. La bouche d'Emma se crispa. Et mamie a dit que la maison était pleine, qu'il n'y avait pas assez de chaises. Et les cousins, demandai-je, me préparant au pire. Ils étaient à l'intérieur, murmura-t-elle. Ils pouvaient me voir. Elle déglutit péniblement mais continua quand même. Logan a ri, et il a dit que ma robe ressemblait à un rideau. Le mot rideau sortit avec amertume. Et personne ne l'a arrêté, demandai-je avec précaution. Emma secoua la tête. Papy a dit, ne commençons pas de drame. J'expirai bruyamment par le nez, car l'humour noir est ce qui arrive quand la rage est trop grande pour être contenue. Bien sûr. Parce que laisser entrer une enfant de 11 ans aurait provoqué une scène terrible. Emma esquissa un petit sourire misérable, qui disparut aussitôt. J'ai essayé de donner son cadeau à mamie, murmura-t-elle. Celui que j'ai fabriqué. Mes yeux se fixèrent sur elle. L'ornement. Elle fit un signe de tête, et les larmes finirent par couler, comme si son visage était fatigué de faire semblant. J'avais écrit son nom dessus, dit-elle, et elle ne l'a même pas touché. Elle a juste dit, pas maintenant. Un sanglot la secoua. Elle détourna brusquement le visage, embarrassée par ses propres sentiments, comme si c'était elle qui se comportait de manière inappropriée. Je passai mon bras autour de ses épaules et la serrai contre moi. Elle s'appuya immédiatement sur moi, comme si elle ne tenait debout que par pure obstination. Je suis désolé, murmura-t-elle dans mon pull. Non, dis-je d'une voix ferme. Tu n'as pas à t'excuser pour ça. J'ai gâché Noël, renifla-t-elle. Tu n'as rien gâché du tout, dis-je. C'est eux qui l'ont fait. Elle essuya son visage avec sa manche et fixa l'assiette. J'ai essayé, murmura-t-elle. J'ai vraiment essayé. Et tout le chagrin tenait dans cette seule phrase. Elle avait essayé de créer Noël pour elle-même, dans une maison vide, parce que les gens qui étaient censés l'aimer avaient décidé qu'elle ne méritait pas une chaise. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas appelé ma mère pour commencer une dispute. Emma n'avait pas besoin d'entendre ça. Elle n'avait pas besoin de sentir quelle était la cause d'une guerre. Alors, j'ai tout ravalé. Chaque mot tranchant. J'ai serré Emma un peu plus fort et, dans ma tête, quelque chose s'est mis en place. Je n'ai pas fait de scène. J'ai agi. 5 heures plus tard, leur vie commençait à s'effondrer. J'aimerais pouvoir vous dire que mes parents sont devenus ainsi du jour au lendemain. Ce serait rassurant, d'une certaine manière, comme s'ils avaient attrapé un virus nommé arrogance et s'étaient réveillés un matin sans reconnaître leur propre petite fille. Mais ce n'était pas nouveau, cela avait simplement fini par oser se montrer au grand jour. Ma sœur Dana a toujours été la préférée. Pas de cette manière subtile où les parents vous aiment différemment, non, c'était plutôt le genre de préférence affiché sur un tableau des scores, directement sur le frigo. Dana était plus âgée, plus bruyante, plus facile pour eux. Elle était l'enfant qu'ils voulaient. J'étais l'enfant qui arrivait plus tard, comme une facture imprévue. Quand j'étais petite, ma mère disait des choses comme « Tu demandes tellement de travail », de la même façon que certains disent « Cette valise est lourde ». Pas méchamment, non, c'était pire, avec désinvolture. Comme si c'était un fait de la nature. Comme si avoir besoin de soins était un défaut de caractère. À l'âge où l'on comprend les nuances de ton, j'avais compris le mien, fardeau. Et puis je suis tombée enceinte, jeune, sans que ce soit prévu. Le père était à peine présent, surtout au moment où l'on a besoin d'un véritable être humain. Il était là juste assez longtemps pour faire des promesses, puis il s'est évaporé comme de la fumée. Je n'ai jamais mis les pieds chez mes parents pour leur demander de financer ma vie, je n'en avais pas l'énergie. J'étais trop occupé à être terrifié, mais ils m'ont traité comme si je leur avais déjà envoyé une facture. La première réaction de mon père a été « Et alors ? On est censé payer pour ça. » Celle de ma mère fut « Tu ruines cette famille », comme si ma grossesse avait personnellement mis le feu à leur rideau. Ils m'ont acheté une grenouillère, une seule fois.
Une seule. Ma mère la brandit comme si elle avait parrainé un petit village entier. Vous voyez, disait-elle aux parents, on l'aide. Puis elle retournait à sa vie. Dana, bien sûr, jouait le rôle de la sœur inquiète. Elle arrivait avec des conseils, et disparaissait dès que quelque chose demandait un effort réel. Elle pleurait quand cela lui permettait d'avoir l'air bien. Elle parlait de sacrifices qu'elle n'avait jamais faits. J'ai déménagé. J'ai élevé Emma seule. J'ai repoussé mes études. J'ai travaillé dans un bureau, parce qu'il me fallait des horaires stables et un salaire qui ne soit pas un chèque en bois. J'ai pris des cours du soir quand je le pouvais. Le genre de cours où l'on dîne dans un récipient en plastique dans sa voiture, en prétendant que c'est normal. Ce n'était pas glamour. C'était de la survie. Et pour être honnête, la survie me convenait mieux que la mendicité. La seule personne qui ne m'a pas traité comme une erreur était ma grand-mère, Ruth. Elle ne m'a jamais demandé pourquoi je n'avais pas été plus prudente. Elle ne m'a jamais forcé à m'excuser d'avoir besoin d'aide. Elle était simplement là, de toutes les manières possibles. Ma grand-mère n'était pas parfaite, elle était directe, et économe jusqu'au ridicule. Elle m'a dit un jour, si tu achètes quelque chose au prix fort, tu mérites ce qui t'arrive, comme s'il s'agissait d'un principe moral. Mais elle représentait l'amour, dans une famille qui traitait l'affection comme une ressource limitée. En vieillissant, elle a développé des problèmes aux jambes, de la douleur, de la faiblesse, le genre de mots qui transforment les courtes distances en montagnes. Elle avait encore l'esprit vif, elle pouvait encore vous remettre à votre place d'une seule phrase, mais se déplacer devenait de plus en plus dur. Et mes parents, ils agissaient comme si elle était encombrante. Ils l'appelaient pour prendre des nouvelles, puis s'en vantaient. Ils lui rendaient visite une fois par mois, prenaient une photo, et la postaient avec des légendes comme la famille, c'est tout. Puis ils partaient, et ne revenaient plus. Dana était pareille. Si grand-mère était une personne, Dana oubliait qu'elle existait. Si grand-mère était un héritage, soudain, Dana s'en souciait profondément. C'est moi qui emmenais grand-mère à ses rendez-vous, c'est moi qui apportais les courses, c'est moi qui avais appris à l'aider en toute sécurité, pour qu'elle ne tombe pas en se levant. J'ai même suivi une courte formation d'auxiliaire de vie, parce que j'en avais assez de tâtonner avec quelqu'un que j'aimais. Cela permettait d'économiser de l'argent, cela me rendait utile, et surtout, cela permettait à grand-mère de se sentir moins impuissante, ce qui comptait plus que n'importe quelle certification. Et plus je passais de temps avec elle, plus je remarquais quelque chose de dérangeant. Mes parents traitaient grand-mère comme ils me traitaient, comme un fardeau, comme une corvée, comme une chose qu'on tolère jusqu'à ce qu'on puisse retourner à sa vraie vie. Pendant ce temps, grand-mère les aidait financièrement, discrètement, comme elle faisait tout, sans fanfare. À un moment donné, mes parents ont emménagé dans une maison que tout le monde, dans la famille, appelait la maison que grand-mère leur avait donnée. Cette phrase était devenue parole d'évangile. Grand-mère a donné la maison. Grand-mère l'a offerte. Grand-mère voulait qu'ils aient de la place pour la famille. Mes parents ont commencé à en parler comme si elle leur appartenait de droit divin. Et après l'avoir obtenue, ils ont encore moins rendu visite à grand-mère. C'était presque impressionnant, la façon dont ils traitaient la générosité comme un point final, une fois que grand-mère leur avait donné quelque chose, elle n'avait plus aucune valeur. Grand-mère, quant à elle, vivait dans une petite location par choix. Elle disait que c'était plus facile, moins de ménage, moins de soucis. Elle ne voulait pas d'un grand endroit à gérer toute seule. Elle aimait le confort, pas l'attention. Et c'est pour cela que Noël comptait. Grand-mère n'avait pas pu se joindre à la grande célébration cette année. Ses jambes allaient plus mal. L'idée d'une maison bondée, d'escaliers et du chaos était trop pour elle. Mes parents n'ont pas proposé d'aller chez elle. Ils n'ont pas proposé d'apporter le dîner. Ils n'ont même pas proposé de l'appeler en vidéo, jusqu'à ce que je le suggère. Alors, je l'ai choisie, elle. Et j'ai aussi choisi Emma, en la laissant vivre ce grand Noël en famille dont elle rêvait tant. La maison de mes parents était toujours luxueuse et organisée, exactement comme Emma l'aimait, des amis, des invitations, des jeux, des biscuits, une soirée pyjama entre cousins qui ressemblait à un rite de passage. Emma a mis tout son cœur dans ses cadeaux. Elle a économisé. Elle a fabriqué des choses. Elle s'est inquiétée de savoir ce qui plairait aux gens. Elle en était fière. Cela ne la dérangeait pas que je ne vienne pas, parce que pour elle, c'était toujours la famille. C'est ce qui a été si accablant,
quand ils lui ont dit qu'elle devrait aller fêter ça avec quelqu'un d'autre. Pas assez de chaises, pas assez d'espace, pas assez de place pour elle. Et pendant qu'ils étaient assis autour de leur table, satisfaits de leur Noël parfait, ils ne savaient pas que tout commençait déjà à se dénouer. Ce soir-là, j'avais deux missions, aider ma fille à redevenir elle-même, et empêcher mes parents de faire plus de dégâts, alors qu'elle saignait encore à l'intérieur. Emma ne faisait pas d'éclat. C'était bien là le problème. Elle se déplaçait dans notre cuisine comme si elle essayait de ne pas déranger l'air, comme si elle ne méritait pas d'occuper de l'espace dans sa propre maison. Je ne lui ai pas fait de morale sur la cuisinière. Je n'ai pas montré du doigt la casserole brûlée comme une pièce à conviction montrant pourquoi on ne doit pas cuisiner seul. Nous parlerions de sécurité plus tard. Ce soir, la véritable urgence, c'était la honte. Alors, j'ai fait ce que font les mamans quand elles n'ont pas les mots justes. J'ai préparé un chocolat chaud et j'ai prétendu que je n'étais pas assez furieuse pour mordre dans les murs. J'ai mis des guimauves en plus, parce qu'un traumatisme n'est pas le moment de pratiquer la modération. Emma était assise à la table, sa tasse entre les mains, comme si c'était la seule chose chaude restant au monde. Toutes les quelques minutes, ses yeux dérivaient vers les cadeaux alignés près de la porte, toujours parfaits, et toujours indésirables. Je me surprenais à penser que je devrais aller là-bas en voiture. Que je devrais frapper à leur porte. Que je devrais les forcer à me le dire en face. Et puis je regardais les épaules de ma fille, sa tension, à quel point elle s'était faite petite, et je ravalais ma colère, car je n'allais pas transformer sa nuit en une bande-son de cris et de disputes. Puis mon téléphone vibra. Grand-mère Ruth. Pas un long appel bavard, grand-mère Ruth ne faisait pas de longs bavardages, sauf pour vous donner des conseils que vous n'aviez pas demandés. Elle faisait des points rapides, pratiques et efficaces. Je répondis et mis le haut-parleur, car mes mains étaient occupées, et parce que tout le visage d'Emma s'éclaira rien qu'en entendant la sonnerie. « Eh, grand-mère. Mets-moi là où je peux vous voir, dit-elle immédiatement. Pas de bonjour. Grand-mère ne perdait pas de temps avec les salutations, quand elle pouvait être efficace avec l'amour. Je passais donc en appel vidéo. Grand-mère apparut sur mon écran avec ses lunettes, et cet air qu'elle prenait quand elle s'apprêtait à corriger la prononciation de quelqu'un. Emma se pencha vers le téléphone comme vers une fenêtre. « Joyeux Noël, arrière-grand-mère, dit-elle, essayant si fort d'avoir l'air normal que cela me serra la gorge. Le visage de grand-mère s'adoucit. « Joyeux Noël, ma chérie. » Emma sourit. Cela dura une demi-seconde. Puis son sourire vacilla, et les larmes apparurent malgré tout, des larmes silencieuses et têtues. Elle ne voulait pas que l'on voie. Grand-mère ne rata rien. Grand-mère ne ratait jamais rien. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda-t-elle, calme mais d'un ton tranchant, comme si son cerveau avait déjà commencé à assembler les pièces. Emma me jeta un regard, avec cette panique d'enfant qui ne veut attirer d'ennui à personne. Et puis elle craqua, parce que la vérité ne reste pas prisonnière éternellement. Ils n'ont pas voulu me laisser entrer, murmura-t-elle. Le visage de grand-mère se figea. Qui ? Papy et mamie, répondit Emma, et sa voix se brisa. Ils ont dit qu'il n'y avait pas de place. Et ils n'ont pas pris les cadeaux. Grand-mère cligna des yeux une fois, lentement, le genre de clignement qui signifie « je choisis soigneusement mes prochains mots », parce que je ne veux pas dire quelque chose qui finisse par un incendie criminel. Emma s'essuya rapidement le visage. J'ai essayé d'utiliser leur téléphone, ajouta-t-elle, comme pour se justifier. Le mien était déchargé. J'ai demandé. Ils ont dit non, demanda grand-mère. Emma acquiesça. Papy a dit que ce n'était pas loin. Grand-mère ne haussa pas le ton, elle n'en avait pas besoin. Elle regarda ma fille droit dans les yeux, à travers l'écran, et dit, « Ma chérie, écoute-moi. Tu n'as rien fait de mal. Rien. » Emma émit un petit son, comme si elle voulait se glisser à l'intérieur de ses mots pour y vivre. Grand-mère continua, « Tu as été poli. Tu as apporté des cadeaux. Tu es venu. S'il y a quelqu'un qui devrait avoir honte, ce sont les gens qui ferment leur porte à une enfant. » Le menton d'Emma trembla. Je la serrai plus fort contre moi, et elle s'appuya sur moi comme si elle ne tenait que par pure fierté. Le regard de grand-mère se tourna vers moi. « Kate. » « Oui, dis-je, déjà prête. » Sa voix devint plus dure. « J'ai donné cette maison pour qu'ils aient de la place pour la famille. De la place pour la famille.
Je n'interrompis pas. Je ne cherchais pas à orienter la discussion. Je restais juste là, tenant mon enfant, laissant grand-mère faire le lien toute seule. Les yeux de grand-mère se plissèrent. Et ils ont utilisé cet espace pour chasser mon arrière-petite-fille. Je sentis mon estomac se nouer, car quand grand-mère devenait silencieuse, c'était le signe que les conséquences allaient tomber. Je ne le permettrai pas, dit-elle. Grand-mère, commençai-je automatiquement, car je n'essayais pas de craquer une allumette près d'un réservoir d'essence. Non, coupa-t-elle. Mes jambes me font mal, c'est tout. Mon cerveau fonctionne encore. Je sais, dis-je doucement. La voix de grand-mère devint encore plus calme. Je vais tout annuler. Je clignai des yeux. Annuler quoi? La maison, dit-elle. Je fixai l'écran, hébété. Grand-mère, tu ne peux pas reprendre une maison que tu as donnée. Les lèvres de grand-mère tressaillirent à peine. Tu serais surprise de ce qu'on peut faire, quand les gens ne lisent pas les contrats. Cela sonnait comme une devinette. Comme une promesse. Emma renifla et s'essuya encore le visage, essayant de se reprendre, comme si on ne venait pas de lui dire qu'elle ne méritait pas une chaise. Grand-mère s'adoucit envers elle. Finis ton chocolat chaud, ordonna-t-elle gentiment. Et au prochain Noël, tu seras là où est ta place. Emma fit un signe de tête, petit et prudent. Nous mîmes fin à l'appel une minute plus tard. Grand-mère dit à Emma qu'elle l'aimait. Grand-mère me dit de verrouiller mes portes. Grand-mère ne ratait jamais une occasion de supposer que le monde était rempli de criminels, y compris mes propres parents. Après cela, je me suis concentré sur la seule chose qui importait, aider ma fille à traverser le reste de la nuit, sans laisser cette onde se figer en elle comme du béton. Nous avons regardé un film. Nous nous sommes blottis sous une couverture. Emma s'endormit de cette façon épuisée qu'ont les enfants, quand ils se sont contenus trop longtemps. Et puis, avant minuit, avant même que mon cerveau n'ait fini d'analyser le commentaire de grand-mère sur les papiers, mon téléphone sonna de nouveau. Maman. Je répondis, et elle n'eut même pas le temps de reprendre sa respiration. Qu'est-ce que tu as fait? Pas de bonjour. Rien. Pas de est-ce que Emma va bien? Juste une rage pure et paniquée. J'éloignai le téléphone de mon oreille. De quoi parles-tu? Ne joue pas à l'imbécile, lança-t-elle. Grand-mère nous a appelés pour Noël. Elle dit que la maison n'est plus à nous, et que nous devons déménager. Mon cœur fit un bond. Quoi, dis-je sincèrement. Tu trouves ça drôle, hurla-t-elle. Pendant que nous fêtions tout Noël, tu es allé là-bas pour l'empoisonner contre nous. Je n'ai rien fait de tel. Tu es un serpent, cracha-t-elle. Tu as toujours été jalouse. Tu as toujours voulu ce que nous avons. Je regardais la cuisine sombre, la casserole brûlée, les cadeaux alignés comme des témoins silencieux. Je ne sais pas ce que grand-mère vous a dit, dis-je prudemment. Mais je n'ai rien planifié. Je n'étais même pas au courant. Oh, s'il te plaît, s'emporta ma mère. Tu rôdais autour d'elle comme un vautour. Quelque chose en moi devint froid et limpide. Ma fille est rentrée ce soir, dis-je d'une voix basse. Elle a été renvoyée à votre porte. Elle est rentrée seule à pied, avec des cadeaux que vous avez refusé de prendre. Il y eut une pause, une demi-seconde de silence où je pus presque entendre son cerveau chercher un moyen de faire en sorte que cela n'ait pas d'importance. Puis elle siffla, ne change pas de sujet. Bien sûr. Vous avez exclu une enfant, dis-je. Le jour de Noël. Nous n'avions pas assez de chaises, cria-t-elle. Et elle allait très bien. Tu l'élèves pour qu'elle soit dramatique, tout comme toi. Elle se tenait devant votre porte, dis-je, chaque mot contrôlé. Et vous ne l'avez même pas laissé utiliser votre téléphone. La voix de ma mère monta. Tu n'avais qu'à la garder avec toi, alors. C'est toi qui l'as abandonnée. L'audace était presque impressionnante, et puis elle lâcha cela, comme si le mot lui brûlait la langue depuis des années, n'attendant qu'un prétexte, on aurait dû t'exclure depuis bien longtemps. Comme si le Noël d'Emma n'était qu'un dommage collatéral, dans un projet plus vaste visant à me punir d'exister. Je dis doucement, tu ne vas pas réécrire ce que tu as fait. Ma mère éclata d'un rire sec et laid. Tu crois que tu as gagné? Tu crois que grand-mère est saine d'esprit? Puis, d'une voix qui me donna la chair de poule, elle ajouta, on va s'occuper d'elle.
La ligne se coupa. Je restais dans ma cuisine, fixant mon téléphone comme s'il s'était transformé en animal sauvage. Grand-mère avait dit qu'elle allait annuler quelque chose. Ma mère était terrifiée. Ma fille dormait au bout du couloir, avec encore de légères traces de larmes sur le visage, et je ne comprenais toujours pas comment tout cela était possible, seulement que quelque chose s'était mis en mouvement, et que mes parents essayaient déjà de reprendre le contrôle de la situation. Le lendemain matin, j'appelais grand-mère Ruth. Pas de réponse. Je rappelais. Rien. Cela ne me fit pas paniquer immédiatement. Grand-mère était beaucoup de choses, mais pas experte en technologie. Parfois, elle oubliait son téléphone dans un tiroir, et oubliait même que le tiroir existait. Mais j'avais un mauvais pressentiment. J'essayais encore. Toujours rien. Emma arriva dans la cuisine en se frottant les yeux, les cheveux en bataille. « Est-ce que arrière-grand-mère a appelé ?» demanda-t-elle doucement. « Non » dis-je d'un ton léger. « Pas encore. » La bouche d'Emma se crispa. « Est-ce qu'elle est fâchée contre moi ?» Mon cœur se serra. « Non, bébé. Non, rien de tout cela n'est ta faute. » Emma hocha la tête comme si elle voulait me croire, mais la honte ne disparaît pas simplement parce qu'on le lui demande. « On va aller la voir, dis-je. »« D'accord ? On va lui apporter le mélange pour chocolat chaud qu'elle aime. » Le visage d'Emma s'adoucit un peu. « D'accord. » Nous roulâmes jusqu'au domicile de grand-mère Ruth en milieu de matinée. C'était calme, comme si le monde se remettait encore de Noël. Je frappais, attendis, frappais encore. Pas de réponse. J'essayais de l'appeler depuis le perron. Toujours rien. Elle dort peut-être, suggéra Emma. Peut-être, dis-je, mais ma main cherchait déjà mon trousseau de clés. Grand-mère m'avait donné un double pour les urgences, et sa définition de l'urgence incluait « si je ne réponds pas au téléphone et que tu commences à m'agacer ». Je déverrouillai la porte et entrai. L'appartement était trop calme. Pas un calme de sieste de personnes âgées. Un calme de vide. Je traversai le salon en l'appelant. Pas de réponse. Puis je vis ce qui manquait. Son fauteuil roulant n'était pas contre le mur, là où il se trouvait toujours. La couverture qu'elle utilisait chaque soir n'était plus sur sa chaise. Un petit sac près de la porte disparut. Mon souffle se coupa. La voix d'Emma s'éleva derrière moi, toute petite. Où est-elle ? Je ne sais pas, dis-je, et ma voix me sembla étrangère. Je sortis, les mains tremblantes, et j'allai directement voir la voisine d'en face. Elle ouvrit la porte en robe de chambre, une pince dans les cheveux, et avec cette expression exacte que prennent les gens lorsqu'ils s'apprêtent à dire quelque chose qu'ils savent déplaisant. « Oh, ma chérie » dit-elle avant même que je ne puisse parler. « Ta mère est passée. » Mon estomac se noie. « Quand ? » ?»« Tôt ce matin, dit-elle. »« Très tôt. Je sortais mes poubelles. Ils avaient une voiture devant. »« Est-ce que grand-mère est partie avec eux ?» demandai-je, et je détestais le son de ma propre voix, trop contrôlée, trop polie, comme si je me renseignais sur la livraison d'un colis. La voisine hésita. Ils avaient son fauteuil. Ta mère parlait vite. Ta grand-mère n'avait pas l'air contente. A-t-elle dit où il l'emmenait ? demandai-je. La voisine secoua la tête. Non, je n'ai pas entendu cette partie. Je suis désolé. Bien sûr qu'elle n'avait rien dit. Les gens comme ma mère n'annoncent pas où ils vous emmènent quand vous n'avez pas le choix. Je remerciai la voisine, car je suis apparemment le genre de personne qui dit merci pendant que sa vie implose. Puis je retournai dans l'appartement de grand-mère et restai là une demi-seconde, essayant de décider comment respirer. Emma était près de l'entrée, serrant la boîte de chocolat chaud comme une arme. « Est-ce qu'ils l'ont » commença-t-elle. « Je ne sais pas, dis-je. Et puis, parce qu'elle a 11 ans et que son imagination s'emballe, j'ajoutai immédiatement, elle est vivante. Elle va bien. Nous allons la trouver. Je ne croyais pas un mot de ma voix calme, j'avais juste besoin qu'elle s'en serve pour elle-même. J'appelai ma mère. Messagerie directe. Je rappelai. Messagerie. J'appelai mon père. Messagerie. Je restais dans le couloir, devant chez grand-mère, fixant mon téléphone comme si un regard noir allait le forcer à obéir. Emma tira sur ma manche. Peut-être qu'ils l'ont emmené chez eux.
C'était la première idée sensée de la matinée. Alors, nous prîmes la route. Pendant tout le trajet, je ne cessais de vérifier mes rétroviseurs, comme si le monde était soudain devenu dangereux d'une manière que je ne pouvais nommer. Emma restait silencieuse, les yeux fixés sur ses genoux, et je sentais qu'elle essayait d'être sage pour que je ne m'effondre pas. Quand nous arrivâmes devant chez mes parents, je n'éteignis même pas le moteur normalement. Je le coupai net et sortis. Je frappai fort. Ma mère ouvrit la porte comme si elle m'attendait, le visage déjà prêt pour le combat. « Où est grand-mère » demandai-je. Elle plissa les yeux. Baisse d'un ton. Je la fixai. « Où est grand-mère » Elle va bien, trancha ma mère. Et tu ne vas pas entrer ici pour la bouleverser. Je ne suis pas venu pour discuter, dis-je, et ma voix prit ce ton froid qu'elle adopte quand j'essaie de ne pas exploser devant une enfant. Je suis venu voir ma grand-mère. Ma mère se posta dans l'encadrement de la porte comme un videur. Après ce que tu as fait. Je n'ai rien fait du tout, dis-je. À part rentrer chez moi et trouver ma fille seule devant un plat brûlé, parce que vous n'avez pas voulu la laisser entrer. Ne commence pas, siffla ma mère. Je ne commence pas, dis-je. Je finis. Emma se tenait derrière moi, immobile. Ma mère lui jeta un coup d'œil, puis détourna les yeux comme si un contact visuel risquait de lui faire ressentir quelque chose. Ta grand-mère se repose. Elle n'a pas besoin de ton drame. Alors laisse-la me le dire, dis-je. Laisse-moi l'entendre de sa bouche. Les lèvres de ma mère se serrèrent. Non. Ce seul mot fut le moment où tout bascula. Pas parce que je m'attendais à ce que ma mère soit raisonnable, je la connais, mais parce qu'elle m'empêchait même de voir grand-mère. Ce n'est pas un drame familial, c'est du contrôle. Je ressortis mon téléphone et composai le 911. Le visage de ma mère se tordit de colère. Tu es sérieuse? Oui, dis-je sans ciller. Je suis très sérieuse. Elle émit un son comme si je l'humiliais, ce qui, honnêtement, était un changement agréable par rapport à son passe-temps habituel qui consistait à m'humilier, moi. Je dis au répartiteur exactement ce que je savais, ma grand-mère avait disparu de chez elle, son équipement médical et ses affaires n'y étaient plus, ma mère l'avait emmenée tôt ce matin-là, et ma famille refusait de me laisser vérifier si elle allait bien, ou même de me laisser lui parler. Je ne fis pas de discours. Je n'élaborai pas de théorie. Je m'en tins aux faits. La main d'Emma se glissa dans la mienne pendant que nous attendions, elle était petite, froide, et confiante. Quand les policiers arrivèrent, ma mère passa immédiatement à sa voix de citoyenne qui paie ses impôts. « Oh, parfait », dit-elle d'un air enjoué, comme s'il s'agissait d'une réunion de quartier. Il y a eu un malentendu. Le policier ne sourit pas. « Nous devons voir votre mère. » Le visage de ma mère se crispa. Elle se repose. « Nous devons quand même la voir, dit-il. » Même ton, pas impoli, mais non négociable. Ma mère tergiversa juste assez pour que mon cœur cogne contre mes côtes. Puis elle s'écarta, comme si elle était personnellement opprimée. Grand-mère était dans la chambre du fond, dans son fauteuil roulant, une couverture sur ses genoux, le regard vif. Dès qu'elle me vit, quelque chose se desserra si fort dans ma poitrine que cela me fit presque mal. Le soulagement arriva en premier, puis la colère juste après. Emma émit un petit son et s'élança vers elle avant que je ne puisse l'arrêter. Grand-mère lui prit la main, comme si elle attendait cette preuve de vie précise. « Te voilà, dit grand-mère, la voix rauque. Emma hocha la tête, les larmes déjà aux yeux. « Je pensais que tu étais fâché. » Les yeux de grand-mère brillèrent de colère. « Je suis fâché contre les bonnes personnes. » L'un des policiers s'accroupit un peu. « Madame, allez-vous bien? Êtes-vous ici de votre plein gré? » Grand-mère n'hésita pas une seconde. « Non. » Ma mère intervint. « Elle est confuse. » Grand-mère tourna lentement la tête et dit, « Si vous m'interrompez encore une fois, je l'ajoute à la liste. » Le policier regarda de nouveau grand-mère. « Voulez-vous partir? » « Oui, dit grand-mère. »« Tout de suite. » La bouche de ma mère s'ouvrit, se ferma, se rouvrit. C'était comme regarder quelqu'un réaliser que sa marionnette préférée avait appris à couper les fils. Les policiers ne firent de morale à personne. Ils ne se lancèrent pas dans un monologue. Ils firent simplement de la place, au sens propre comme au figuré.
Ils firent comprendre clairement que grand-mère pouvait partir. Et quand grand-mère passa devant ma mère dans son fauteuil, elle ne lui jeta même pas un regard. Ce silence en disait plus que n'importe quel cri. J'installai grand-mère dans ma voiture. Emma grimpa à côté d'elle sans qu'on le lui demande, et lui tint la main comme pour l'ancrer à la terre. Grand-mère me regarda et dit, « Appelle mon avocat. » Grand-mère appela son avocat, et il accepta de nous recevoir le jour même. Je conduisais. Son avocat ne tourna pas autour du pot. Il me regarda et dit, « Voici ce que votre famille appelle un cadeau. » Il fit glisser un dossier sur le bureau. « La maison n'est pas au nom de vos parents, dit-il. Elle appartient au trust révocable de votre grand-mère. Vos parents étaient listés comme bénéficiaires, ce qui signifie qu'ils devaient la recevoir après son décès. Mais tant qu'elle est en vie, elle peut changer les bénéficiaires. » Mon cœur fit un bond. Donc, ils agissent comme si elle leur appartenait déjà? Ils agissent comme beaucoup de choses, grommela grand-mère. Son avocat ne s'y a même pas. Grand-mère peut aussi changer la répartition de ses autres actifs. Ses économies, ses comptes, tout. C'est le même principe, les bénéficiaires peuvent être mis à jour. Grand-mère tapota la coudoir de son fauteuil. Bien, parce qu'on ne reçoit pas de récompense quand on chasse une enfant à sa porte. Il posa à grand-mère quelques questions simples, d'un ton calme et respectueux, juste pour confirmer qu'elle comprenait ce qu'elle signait et que personne ne faisait pression sur elle. Grand-mère répondit comme si elle était personnellement offensée que le monde exige une preuve qu'elle avait encore toute sa tête. Puis il imprima ce qui devait l'être. Grand-mère signa, les témoins signèrent, les pages furent paraphées, et juste comme ça, les noms que mes parents pensaient gravés dans le marbre ne l'étaient plus. Mon nom remplaça les leurs. L'avenir d'Emma fut protégé par la même occasion. Car grand-mère n'était pas seulement en colère, elle était méthodique. Emma resta assise près d'elle tout le long, silencieuse, tenant la main de grand-mère comme si elle craignait que quelqu'un ne vienne l'enlever de nouveau. Quand ce fut fini, grand-mère regarda son avocat et dit, « Maintenant, je veux qu'il soit tenu à l'écart de moi. » Il hocha la tête, cherchant déjà un autre dossier. « Nous allons mettre cela par écrit également, et nous allons lancer la procédure pour qu'il quitte la maison. » Grand-mère tourna son regard perçant vers moi. « Je leur ai donné de l'espace, dit-elle. Ils s'en sont servis pour rabaisser une enfant. » Les yeux d'Emma se remplirent de larmes, mais cette fois, elle n'avait pas l'air d'avoir honte. Elle avait l'air soulagée. Grand-mère lui serra les doigts. « Au prochain Noël, lui dit-elle, tu ne resteras pas devant la porte de qui que ce soit. » Un an plus tard, au Noël suivant, Emma et moi sommes dans la maison que mes parents appelaient autrefois la leur. Pas parce que je voulais un trophée, mais parce que grand-mère voulait que la vérité soit inscrite dans les papiers. La propriété vaut environ 350 000 $, et elle a emménagé avec nous après tout ce qui s'est passé. Nous avons rendu la maison réellement habitable pour quelqu'un en fauteuil roulant, une rampe, des encadrements de portes plus larges, des barres d'appui, une chambre au rez-de-chaussée. C'est amusant de voir comment un manque de place se transforme comme par magie en beaucoup d'espace, quand on ne s'en sert plus pour punir les gens. Grand-mère avait aussi environ 200 000 $ d'économie. Elle a changé les bénéficiaires pour tout cet argent. Une partie est allée dans une réserve d'urgence pour ses soins. Le reste est allé là où elle voulait que cela aille, un fonds pour les études d'Emma, et un avenir pour lequel elle n'aura pas à mendier. Mes parents ont eu exactement ce qu'ils méritaient, rien. Ils ont essayé d'appeler, de s'excuser, de rejeter la faute sur les autres, de changer l'ordre des faits comme si cela changeait l'histoire. Je ne réponds pas. Emma est différente maintenant. Plus calme, d'une manière plus sereine. Elle n'est plus dans cette attitude consistant à se faire toute petite pour éviter d'être rejetée. Et grand-mère? Toujours vive, toujours têtue, et toujours très satisfaite d'elle-même. Alors dites-moi, suis-je allé trop loin ou pas assez? Faites-le moi savoir dans les commentaires et abonnez-vous pour plus d'histoires.